Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans. J'habite à Lyon et je travaille comme analyste senior dans une grande boîte de logistique. Je ne suis pas riche, mais je m'en sors bien. Mieux que bien, en fait. J'ai financé mes propres études, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai gravi les échelons et maintenant je gagne assez pour vivre confortablement. Et c'est là le point crucial, j'en gagne assez pour que ma famille commence à me traiter comme un distributeur automatique de billets sur pattes depuis environ 4 ans. Ça a commencé petit. Ma mère, Béatrice, m'appelait pour dire des trucs du genre « Oh, la facture d'électricité est un peu élevée ce mois-ci, tu pourrais juste nous aider ?» Ensuite, mon père, Gérard, mentionnait l'air de rien que sa voiture avait besoin de nouveaux pneus. Et puis il y a mon petit frère, Théo. Théo le charmant, le doux, mais l'absolument inutile Théo. Il est parti s'installer à Paris pour un projet de start-up qui n'a jamais décollé et, soudainement, il ne pouvait plus payer son loyer. Et vers qui tout le monde s'est tourné? Vers moi. Soyons clairs, j'aime ma famille, vraiment. Mais aimer quelqu'un et être son compte en banque personnel sont deux choses très différentes, on est d'accord? Voici comment l'arrangement a commencé. Il y a environ 2 ans, Théo m'a appelé en panique. Son colocataire s'était barré, sa start-up était en train de pivoter, ce qui est juste un mot chic pour dire qu'elle coulait, et il était sur le point de se faire expulser. Il pleurait littéralement au téléphone. Et ma mère m'a appelé séparément pour me dire « Léa, c'est ton frère, c'est ton sang. Tu ne peux pas le laisser finir à la rue. » Alors j'ai commencé à payer son loyer. 1 900 € par mois. Chaque mois. Ce n'est pas de l'argent de poche, c'est quasiment un deuxième crédit immobilier. Mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était temporaire. Théo m'avait promis de me rembourser, il disait 6 mois maximum. C'était il y a 2 ans. 2 ans et je n'ai jamais revu un centime. Et ce qui me rend dingue, c'est que personne dans ma famille ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Ni Théo, ni ma mère, ni mon père. C'était devenu un dû, comme si je leur devais quelque chose parce que j'avais l'audace d'être stable financièrement. Mais j'ai encaissé. J'ai continué à payer. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est la personne responsable de la famille, non? On donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Chaque année, mes parents organisent un grand voyage en famille. L'année dernière, c'était à l'île de Ré. L'année d'avant, à Annecy. Cette année, ils prévoyaient une semaine à Sainte-Maxime, dans le sud. Une superbe villa de location juste au bord de l'eau. Toute la famille était invitée, mes parents, Théo, ma tante Chantal, mon oncle Didier et leurs enfants, Mathilde et Valentin. Ça devait être de magnifiques retrouvailles. Et j'étais impatiente, vraiment. Je travaillais sans arrêt depuis des mois et l'idée de m'asseoir sur une plage, les pieds dans le sable, me semblait être le paradis. J'ai donc appelé ma mère pour parler de l'organisation. J'ai demandé quand on partait, si je devais réserver mon propre billet de train ou si on faisait du covoiturage, ce que je devais apporter. Des trucs normaux. Et là, il y a eu ce silence. Vous savez, ce genre de silence où on sent physiquement que l'autre choisit ses mots avec une prudence extrême. Puis elle a lâché, « Eh bien, Léa, tu peux venir si tu veux, mais ce serait mieux que tu ne viennes pas. » J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille pour le regarder, comme si l'appareil lui-même m'avait trahi. J'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et elle a répondu, « Ben, tu sais, Théo traverse une période difficile en ce moment et il a vraiment besoin de ce voyage pour décompresser. Et comme vous avez été un peu sous tension tous les deux ces derniers temps, je pense que ce serait mieux pour tout le monde si tu passais ton tour cette fois. On ne veut pas de drama. » Laissez-moi vous dire un truc, il n'y avait aucune tension entre Théo et moi. Aucune. J'avais été on ne peut plus généreuse et solidaire. La seule tension, c'est qu'un mois plus tôt, j'avais demandé innocemment à Théo quand il comptait recommencer à payer son propre loyer et apparemment, ça l'avait mis mal à l'aise. Donc, demander à mon frère de peut-être, éventuellement, un jour, payer ses propres factures, c'était ça le drama qu'il voulait éviter. Vous voyez à quoi je fais face? Je ne me suis pas disputé avec ma mère. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, d'accord. C'est tout. Un mot. Et elle a eu l'air si soulagée, comme si elle redoutait cette conversation depuis des jours. Elle a ajouté, je savais que tu comprendrais, ma chérie.
Tu es toujours si mature pour ces choses-là. C'est drôle, c'est comme ça qu'ils appellent ça quand tu es celle qui se fait toujours avoir mais qui ne se plaint pas. J'ai raccroché et je suis restée assise sur mon canapé pendant un long moment. Très long. Je ne pleurais pas. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais juste figée. Vous connaissez ce sentiment quand quelque chose se déclenche dans votre cerveau et que soudain tout semble différent? Comme si vous aviez regardé une image à l'envers toute votre vie et que quelqu'un l'avait enfin remise à l'endroit. C'est ce qui s'est passé. J'ai réalisé une chose, je payais 1 900 € par mois pour que mon frère puisse vivre confortablement à Paris, sortir avec ses amis et poster des selfies à la plage sur Instagram, pendant que ma propre famille me disait que je n'étais pas la bienvenue aux vacances familiales. Je finançais littéralement son train de vie tout en étant exclu de la famille. On peut juste s'arrêter là-dessus une seconde? Parce que j'ai besoin que vous ressentiez à quel point c'est insensé. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique pour le propriétaire de Théo. Terminé. Juste comme ça. 2 clics et 1 900 € par mois revenaient dans ma poche. Maintenant, certains d'entre vous se disent peut-être, Léa, c'est dur. Peut-être. Mais laissez-moi vous demander, si quelqu'un vous disait que votre présence est gênante, que vous devriez rester dans votre coin pendant les vacances en famille pour que votre frère puisse décompresser, alors que vous payez littéralement le toit au-dessus de sa tête, qu'est-ce que vous feriez? Parce que je pense que vous feriez exactement la même chose que moi. Le voyage était dans 3 semaines. Je savais exactement ce qui allait se passer. Le loyer de Théo était dû le 1er du mois. Le voyage avait lieu la 2e semaine. Ce qui signifie qu'au moment même où ma famille était censée se prélasser sur le sable fin de Sainte-Maxime, Théo allait recevoir un email très désagréable de son propriétaire. Et je n'allais pas m'en vouloir. Le truc, quand on fait un coup pareil, c'est que les premiers jours, on se sent puissante. On a l'impression de s'être enfin affirmé. Mais vers le 4e ou 5e jour, la culpabilité commence à pointer le bout de son nez. Pas parce qu'on a tort, mais parce que toute notre vie, on a été conditionné à se sentir coupable dès qu'on se fait passer en priorité. Quelqu'un d'autre connaît ça? Ma meilleure amie, Camille, est celle qui m'a permis de garder les pieds sur terre. On est proche depuis la fac et c'est le genre de personne qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Non, tu n'es pas folle, ce sont eux qui le sont. » J'avais besoin de ça. J'avais besoin que quelqu'un d'extérieur à la famille me confirme que ce que je ressentais était légitime. J'ai tout raconté à Camille, l'appel, l'annulation, le voyage. Elle a juste hoché la tête et a dit « Bien. Tu aurais dû le faire il y a 1 an. » La première semaine s'est passée tranquillement. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de message. Ce qui, honnêtement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Quand j'étais utile, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Quand je ne l'étais plus, c'était le silence radio. Puis le 1er du mois est arrivé, et j'ai attendu. 2 jours plus tard, Théo a appelé. J'ai laissé filer vers le répondeur. Il a rappelé. Encore le répondeur. Puis il a envoyé un SMS, « Salut, il s'est passé un truc avec le virement? Mon proprio dit que le loyer n'a pas été payé. » J'ai répondu une seule ligne, « Oui, je l'ai annulé. » Et là, mon téléphone a littéralement explosé. Je vais vous dire ce qui s'est passé quand ma famille l'a découvert, parce que ce que Théo a fait ensuite, et ce que mes parents ont fait après, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Et si vous pensiez que l'histoire du voyage était grave, attendez la suite, parce que ça a empiré avant de s'arranger. Théo n'a même pas attendu 1 heure. Il a fait une capture d'écran de mon message et l'a envoyé directement sur le groupe WhatsApp de la famille. Celui où j'étais encore présente, soit dit en passant. Il n'a même pas eu la décence de recadrer mon message. Il l'a balancé tel quel avec la légende, « Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Léa essaie de me mettre à la rue ?» À la rue. C'est le mot qu'il a utilisé. Comme si je n'avais pas payé son loyer pendant 2 ans pendant qu'il cherchait sa voie. Comme si j'étais une sorte de méchante qui avait décidé de le ruiner par pur plaisir. Et les réponses ont commencé à pleuvoir immédiatement. Ma mère, Léa, c'est quoi cette histoire? Appelle-moi tout de suite. Mon père, c'est inacceptable. Tu avais pris un engagement. Ma tante Chantal, qui n'avait honnêtement aucune raison de se mêler de ça,
la famille ne fait pas ça à la famille. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Pas une seule. Personne n'a dit « Et, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien ?» Ils ont juste supposé que j'avais perdu la tête. Parce qu'apparemment, la seule explication possible au fait que j'arrête un paiement volontaire était que quelque chose n'allait pas chez moi. Vous avez déjà remarqué comment ça marche? Quand vous donnez et donnez encore, personne ne pose de questions. Mais dès que vous arrêtez, c'est vous le problème. Je n'ai pas répondu au groupe. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai posé mon téléphone face contre table. Camille est passée ce soir-là avec des plats à emporter et une bouteille de vin, et elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais, le fait qu'ils soient en colère contre toi et non embarrassés pour eux-mêmes te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Et elle avait raison. Mon frère était un homme adulte de 28 ans, et son premier réflexe quand le loyer n'est pas apparu magiquement sur le compte de son propriétaire a été d'aller pleurnicher chez papa et maman. Pas de chercher une solution. Pas de trouver un job. Juste de dénoncer. Réfléchissez-y une seconde. Le lendemain matin, ma mère a appelé. J'ai répondu cette fois parce que, honnêtement, j'étais prête. J'avais bu mon vin, j'avais dormi et j'étais calme. Dangereusement calme. Elle a commencé par « Léa, je ne t'ai pas élevée comme ça. » J'ai répondu « Comme quoi, maman ?» Elle m'affirmait. Et elle a dit, je cite, « Tu sais que ton frère est dans une phase fragile en ce moment. Il essaie de se trouver. Tu ne peux pas juste lui retirer le tapis sous les pieds. » Se trouver. À 28 ans. Avec mon argent. À mes frais. Alors que je ne suis pas invité au voyage familial. J'ai dit, maman, tu m'as dit de ne pas venir à Sainte-Maxime. Tu as dit que ce serait mieux si je ne venais pas. Tu t'en souviens? Silence. Tu m'as dit que ma présence poserait problème. Que Théo avait besoin de décompresser. De quoi, exactement? Du stress de me voir payer ses factures? Encore du silence. Puis elle a fait ce qu'elle fait toujours, elle a détourné le sujet. Ça n'a rien à voir, Léa. Le voyage et le loyer sont deux choses distinctes. Ah bon? Vraiment? Parce que de là où je me trouvais, c'était exactement la même chose. J'étais assez bien pour financer la famille, mais pas assez pour en faire partie. Est-ce que vous accepteriez ça? Je lui ai dit, j'ai fini de payer le loyer de Théo. C'est un adulte. S'il a besoin d'aide, il peut me le demander lui-même avec respect et on pourra avoir une discussion. Mais je ne serai plus le distributeur automatique de la famille tout en étant l'exclu de service. Elle m'a raccroché au nez. Mon père a appelé 20 minutes plus tard. Gérard est un homme plus effacé, il laisse d'habitude ma mère parler. Mais quand il prend la parole, il vise directement la culpabilité. Il a dit, ta mère est très bouleversée. J'espère que tu es contente. J'ai répondu, je ne suis pas contente, papa. Je n'ai pas été heureuse depuis longtemps et personne ne semblait s'en soucier jusqu'à ce que mon argent s'arrête de couler. Il n'a pas su quoi répondre. Il a juste dit, tu dois régler ça, et il a raccroché. Régler ça, comme si c'était moi qui avais cassé quelque chose. Pendant la semaine qui a suivi, je n'ai eu de nouvelles de personne, sauf à travers des messages passifs-agressifs sur le groupe familial. Ma mère a partagé une citation disant « La vraie famille reste unie dans l'adversité ». Théo a posté une photo de lui avec l'air triste et la légende « Quand les gens en qui tu as confiance te laissent tomber ». Ma tante Chantal, encore elle, a commenté avec 3 émojis qui pleurent et un cœur. Pendant ce temps, je suis allé travailler. J'ai cuisiné mes dîners. Je suis allé à la salle de sport. J'ai regardé un super documentaire sur les créatures des abysses. La vie continuait et, honnêtement, avoir ces 1900 € en plus sur mon compte, c'était incroyable. Je ne vais pas prétendre le contraire. Camille prenait des nouvelles régulièrement. Elle m'envoyait des textos du genre « toujours debout » et je répondais « toujours debout ». Elle a été mon rock pendant tout ce temps et je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans elle. Puis est arrivé le moment du voyage. Ils y sont vraiment allés. Ils sont allés dans le sud sans moi et, pendant tout ce temps, ma mère postait des photos sur Facebook comme si tout était parfait. De grands sourires, des maillots de bain assortis, des dîners au coucher du soleil. Théo était sur toutes les photos, rayonnant comme s'il n'avait aucun souci au monde.
Ma cousine Mathilde était là, Valentin aussi, Chantal et Didier, toute la clique. Tout le monde sauf moi. Et sous l'une des photos, un portrait de groupe sur la plage, ma mère a écrit « Rien n'est plus important que la famille ». J'ai fixé cette légende pendant un long moment. Puis j'ai mis un « j'aime ». Un simple « j'aime », sans commentaire. Parce que parfois, la chose la plus cinglante à faire est d'agir comme si vous n'étiez absolument pas touché. Mais je l'étais. Je veux être honnête avec vous là-dessus. Ça m'a fait mal. Les voir tous ensemble, sachant qu'on m'avait spécifiquement demandé de ne pas venir. Ça a piqué. Même quand on sait qu'on a pris la bonne décision, ça ne fait pas toujours du bien. Le voyage s'est terminé un dimanche. Le mardi suivant, exactement 3 semaines après avoir annulé le virement, on a sonné à ma porte. C'était eux trois, ma mère, mon père et Théo. Plantés sur mon paillasson à Lyon comme une équipe d'intervention. Ma mère avait les bras croisés. Mon père avait les mains dans les poches et Théo se tenait légèrement derrière eux, comme un gamin envoyé chez le directeur mais qui aurait ramené ses parents en renfort. J'ai ouvert et j'ai dit « Je peux vous aider ?» Ma mère m'a bousculé, elle est entrée de force dans ma propre maison et a lancé « On doit parler de cette situation parce que ça a dépassé les bornes. » J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Je ne me suis pas assise. Je ne leur ai pas proposé d'eau. Je suis juste resté là, à attendre. Mon père a commencé « Léa, ton frère est sur le point d'être expulsé. Son propriétaire lui a donné un préavis de 30 jours. Est-ce que tu réalises la gravité de la chose ?» J'ai dit « Je réalise. » Et Théo ? Théo a enfin parlé, et c'est là que ça m'a vraiment achevé. Il a dit « Je croyais que tu tenais à moi. » Pas « Merci pour ces 2 ans de loyer. » Pas « Je suis désolé de ne jamais t'avoir remboursé. » Pas « Je comprends pourquoi tu es fâché. » Juste « Je croyais que tu tenais à moi. » Comme si je lui devais mon argent comme preuve d'amour. Je l'ai regardé et j'ai dit « Théo, j'ai pris soin de toi toute ta vie. Je t'ai donné plus d'argent que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Et en retour, je n'ai même pas été invité au voyage de famille. Alors ne viens pas chez moi remettre en question mon affection pour toi. » C'est là que ma mère a craqué. Elle a commencé à hurler chez moi, dans mon salon. Elle a dit que j'étais égoïste, que je détruisais la famille, que j'avais toujours été difficile et que c'était juste le dernier exemple en date. Elle a ressorti des trucs d'il y a des années, la fois où je n'étais pas rentré pour Noël en 2019, la fois où je n'étais pas d'accord avec elle sur le lieu du mariage de ma cousine Mathilde. Des trucs au hasard qui n'avaient rien à voir. Et mon père restait là, sans rien dire. Il ne l'arrêtait pas. Il ne disait pas « Béatrice, calme-toi ». Il regardait, simplement. Mais voici le moment qui a tout changé, parce que ce qu'aucun d'eux n'avait réalisé, c'est que je n'étais pas la seule à voir ce qui se passait ensuite. Et la personne qui est entrée au pire moment possible a fait basculer la situation dans une direction que personne n'attendait. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé et, honnêtement, j'ai encore du mal à croire comment les choses se sont goupillées. Ma mère était en plein milieu d'une phrase, le doigt pointé vers moi, la voix au volume maximum, quand ma porte d'entrée s'est ouverte. J'avais oublié que j'avais donné un double des clés à ma cousine Mathilde quelques mois auparavant, lorsqu'elle passait par Lyon pour une conférence professionnelle. Elle m'avait envoyé un message le matin même pour me dire qu'elle passerait me les rendre, mais avec tout ce qui arrivait, j'avais complètement zappé. Mathilde est entrée avec un café à la main et un petit sac cadeau. Elle m'avait rapporté une bougie de Sainte-Maxime, si vous pouvez le croire, et elle s'est figée. Plantée dans mon couloir, elle regardait sa tante Béatrice hurler sur moi dans mon propre salon, pendant que Gérard restait là comme une statue et que Théo se cachait derrière eux. Personne n'a bougé pendant 5 secondes. Ça a paru durer 5 heures. Puis Mathilde a dit très doucement « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ma mère s'est retournée et a immédiatement changé de ton. Vous savez comment certaines personnes peuvent basculer comme ça en une seconde ? Un instant elle hurlait que je détruisais la famille, l'instant d'après elle souriait en disant « Oh Mathilde, ma puce, on avait juste une petite discussion de famille. » Une discussion de famille. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Mathilde m'a regardé. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de parler. Mon visage disait tout. Et Mathilde, que Dieu la bénisse, a posé son café et son sac cadeau et a dit « Tante Béatrice, je t'entendais depuis l'allée.
Ce n'est pas une discussion, ça. Ma mère a essayé de rire pour évacuer le malaise. Oh, tu sais comment sont les familles, c'est juste que les émotions sont fortes. Mais Mathilde ne se laissait pas démonter. Elle a regardé Théo et a demandé, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et Théo, qui n'avait quasiment pas décroché un mot depuis son « je croyais que tu tenais à moi », a soudain retrouvé sa voix. Il a dit, Léa m'a coupé les vivres. Elle m'aidait pour le loyer et elle a arrêté sans prévenir. Mathilde s'est tournée vers moi. C'est vrai? J'ai répondu, c'est vrai. J'ai payé 1 900 € par mois pour son loyer pendant 2 ans. Et puis maman m'a dit de ne pas venir au voyage de famille parce que ma présence pourrait gêner Théo. J'ai décidé que si je n'étais pas assez, famille, pour partir en vacances, je ne l'étais pas non plus pour payer ses factures. Mathilde a écarquillé les yeux. Puis elle a regardé ma mère et a demandé, tu lui as dit de ne pas venir à Sainte-Maxime? Le visage de ma mère est devenu rouge. Pas rouge de colère, rouge de honte. Parce que voici le truc, ma tante Chantal et ma mère sont sœurs, et Chantal raconte tout à Mathilde. Mais apparemment, personne n'avait dit à Mathilde la vraie raison de mon absence. On lui avait dit que j'étais trop occupé par le travail. Trop occupé. C'était la version officielle. Mathilde a sorti son téléphone et a appelé sa mère, là, en plein milieu de mon salon. Elle a mis le haut-parleur. Elle a dit, « Maman, est-ce que tu savais que tante Béatrice a interdit à Léa de venir dans le sud ?» La voix de ma tante Chantal est sortie, limpide, elle a fait quoi? Et c'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Ma mère a essayé d'attraper le téléphone. Elle a vraiment tenté de l'arracher des mains de Mathilde. Mathilde a reculé et a dit, non. On va parler de ça. Chantal a dit, Béatrice, c'est vrai? Tu as dit à cette petite qu'elle ne pouvait pas venir. Ma mère a bégayé. Elle a vraiment bégayé. Elle a dit, ce n'était pas comme ça, Chantal. J'ai juste suggéré que ce serait peut-être plus simple si, plus simple pour qui, la couper Chantal. Cette petite paie le loyer de Théo depuis combien de temps? Et tu lui dis qu'elle n'est pas la bienvenue? Béatrice, tu as perdu la tête? Je suis resté là, à écouter ma tante me défendre, et je ne vais pas mentir, mes yeux sont devenus humides. Parce que pendant 2 ans, j'avais l'impression que personne ne voyait ce qui se passait. Je pensais que tout le monde acceptait juste que je sois la bête de somme de la famille, celle qui doit donner sans fin et ne rien attendre en retour. Mais Chantal l'avait vu. Dès qu'elle a eu l'image complète, elle a compris. Mon père a essayé d'intervenir. Il a dit, c'est entre nous et Léa. Ça ne regarde personne d'autre. Et Mathilde, la petite Mathilde de 24 ans que je gardais quand elle était gamine, a regardé mon père droit dans les yeux et a dit, Oncle Gérard, si vous venez avoir cette dispute dans le salon de Léa sans même fermer la porte à clé, ça devient l'affaire de tout le monde. Honnêtement, j'ai failli applaudir. Ma mère s'est assise sur mon canapé. Elle n'a pas demandé la permission, elle s'est juste affalée. Et pour la première fois, elle m'a paru petite. Pas en colère, pas sûre de son bon droit. Juste petite. Elle a posé ses mains sur ses genoux et a fixé le sol. Théo se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, ayant l'air de vouloir disparaître. Et mon père passait son poids d'un pied sur l'autre, comme il le fait toujours quand il est mal à l'aise. J'ai pris une chaise de ma table à manger et je me suis assise face à ma mère. J'ai dit, maman, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment. Pas comme quelqu'un de difficile. Pas comme quelqu'un d'égoïste. Écoute-moi, juste. Elle n'a pas levé les yeux, mais elle a hoché la tête. J'ai continué, pendant 2 ans, j'ai donné à cette famille tout ce que je pouvais. J'ai payé le loyer de Théo sans manquer un seul mois. J'ai envoyé de l'argent pour la voiture de papa, pour vos factures d'électricité, pour des tas de trucs dont je ne me souviens même plus. Et je l'ai fait parce que je vous aime. Tous. Mais en chemin, mon amour est devenu une obligation. Et quand je n'ai plus rien eu à donner, quand je voulais juste être là en tant que Léa, pas en tant que le portefeuille de Léa, vous m'avez dit de rester chez moi. Le menton de ma mère a commencé à trembler. J'ai ajouté, ça a cassé quelque chose en moi. Je veux que tu le saches. La pièce était totalement silencieuse. Même Chantal au téléphone ne disait plus un mot. Puis Théo a fait quelque chose que je n'attendais vraiment pas. Il s'est assis par terre, à même le sol de mon salon,
et il a pris sa tête dans ses mains. Il a dit, je suis désolé. Pas de façon théâtrale. Juste doucement. Comme si c'était resté coincé dans sa gorge depuis longtemps et que c'était enfin sorti. Il a continué, je n'aurais jamais dû laisser ça durer si longtemps. Tu m'aidais et j'ai considéré que c'était normal. Je me disais que tu allais bien parce que tu ne te plaignais jamais. Mais ce n'était pas juste. Rien de tout ça n'était juste pour toi. Est-ce que vous savez depuis combien de temps j'attendais d'entendre ces mots? Mon père s'est assis à côté de ma mère. Il est resté silencieux un moment. Puis il s'est raclé la gorge et a dit, je te dois aussi des excuses, Léa. J'aurais dû dire à ta mère que ce qu'elle disait pour le voyage était mal. Je savais que c'était mal quand elle l'a dit, mais je ne me suis pas imposé et c'est ma faute. Ma mère pleurait maintenant. Pas de gros sanglots dramatiques, mais de ces larmes silencieuses qui viennent quand on réalise qu'on a merdé d'une façon qu'on ne peut pas réparer avec de simples mots. Elle a levé les yeux vers moi et a dit, je ne sais pas quand j'ai commencé à te traiter comme si tu nous devais quelque chose, mais je l'ai fait et j'en ai honte. Ce mot, honte, m'a touché plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Parce que ma mère est fière, têtue. Elle n'admet pas facilement ses torts. Alors l'entendre dire qu'elle avait honte, je savais qu'elle le pensait. Mathilde s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur mon genou. Chantal était toujours au bout du fil et elle a dit, Léa, ma chérie, je suis désolée. Je ne savais pas. J'aurais dû demander pourquoi tu n'étais pas là au lieu de croire ce qu'on me racontait. J'ai essuyé mon visage et j'ai dit, c'est bon, tante Chantal. Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. On est resté dans mon salon pendant 3 heures ce jour-là. 3 heures à parler, à pleurer, à être honnête comme on ne l'avait jamais été. Théo m'a expliqué à quel point l'échec de sa start-up lui avait donné l'impression d'être un raté et qu'au lieu d'y faire face, il s'était reposé sur moi parce que c'était plus facile. Ma mère a admis qu'elle s'était tellement concentrée sur la protection de Théo, le petit dernier, qu'elle m'avait négligé. Mon père a reconnu qu'il fuyait le conflit à tout prix et qu'il laissait ma mère prendre des décisions qui nous affectaient tous sans jamais s'y opposer. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas une scène de film où tout le monde se fait un câlin sur une musique émouvante. C'était bordélique, inconfortable et brut, mais c'était vrai. Après leur départ, je suis resté seul dans mon salon un moment. La bougie que Mathilde m'avait apportée était toujours dans son petit sac près de la porte. Je l'ai ouverte, odeur de sel marin et de bois flotté. Je l'ai allumée et je suis resté là à sentir cet océan que je n'avais pas pu voir. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont commencé à bouger. Théo a trouvé un travail, un vrai. Il travaille dans les opérations d'un centre de distribution en région parisienne et il m'a dit la semaine dernière qu'il était en train de mettre en place un plan pour me rembourser. Pas tout d'un coup, mais petit à petit, mois après mois. Je lui ai dit que je n'allais pas l'y obliger, mais il a insisté. Il a dit, j'ai besoin de le faire pour moi, pas seulement pour toi. Ça a compté pour moi bien plus que l'argent. Ma mère m'appelle tous les dimanches maintenant, pas pour me demander quelque chose, juste pour discuter. Elle me parle d'un livre qu'elle lit. Elle me pose des questions sur mon boulot. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle ne l'avait jamais dit, pas une seule fois en 31 ans. Et l'entendre pour la première fois, c'était comme sortir au soleil après un très long hiver. Mon père m'a envoyé un texto la semaine dernière, juste 3 mots, je t'aime, gamine. Gérard n'est pas du genre SMS. Il sait à peine se servir de son téléphone. Alors ces 3 mots, c'était comme s'il m'avait écrit un roman. Et Mathilde et moi sommes plus proches que jamais. Elle prend des nouvelles, j'en prends aussi. Elle m'a dit un truc l'autre jour qui m'est resté, tu m'as appris qu'on a le droit d'arrêter de donner quand donner commence à nous faire du mal. Je vais m'en souvenir. Je ne sais pas si tout est parfait. Je ne pense pas que les familles soient censées être parfaites, mais on se parle maintenant, vraiment. Pas des trucs de surface, pas juste, passe-moi le sel, mais de la vraie communication, celle où on dit les choses difficiles parce qu'on sait qu'elles comptent. Je ne paie plus le loyer de Théo. Il le paie lui-même et, honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite pour lui. Pas parce que j'économise de l'argent, même si c'est appréciable, mais parce que je l'ai enfin traité comme l'adulte qu'il est censé être, et il s'est montré à la hauteur. Si vous êtes là en train de vivre quelque chose de similaire, une famille qui prend plus qu'elle ne donne, des gens qui ne vous apprécient que pour ce que vous fournissez, je veux que vous sachiez que vous avez le droit d'arrêter.
C'est ok de dire « je vous aime », mais ça ne marche plus comme ça. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, ça fait de vous quelqu'un d'humain. Et parfois, les gens qui vous font du mal ne s'en rendent même pas compte. Parfois, ils ont besoin d'un électrochoc. Parfois, ils ont besoin que vous annuliez le virement, que vous posiez des limites, que vous vous teniez debout dans votre salon et que vous disiez « ça a cassé quelque chose en moi ». Parce que c'est comme ça que la guérison commence. Pas avec le silence, pas en donnant plus, mais avec l'honnêteté.